La démocratie. Tout le monde en parle, affirme même agir en son nom et pour ses principes, mais chacun l'interprète à sa guise, la dessine, la crayonne selon ses propres aspirations et sous le joug de ses propres intérêts. Ah, la démocratie. Comme chacun sait bien la pervertir, l'interpréter, la recalibrer, l'appliquer selon son bon vouloir, puis l'évoquer pour renoncer à ses devoirs. Vous avez dit démocratie et les rues d'Alger, de Conakry, de Tunis, de Ouagadougou ou encore de Khartoum répondent à l'appel pour le changement avant que ne résonne dans les chaumières une révolution ou une insurrection plus tard, le silence de la désillusion. Pourtant, la démocratie doit s'exprimer, s'exécuter et se vivre, car le pouvoir du peuple doit s'énoncer et s'exercer par le peuple et pour le peuple. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info, un numéro consacré aujourd'hui à l'état de la démocratie sur notre continent. État des lieux, questionnements et projections avec Mpere Adel Traoré, consultante sociologue, experte genre et développement. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Inspectrice du travail à la retraite, précédemment députée, Madame Traoré est également, je le souligne, une femme leader politique bien connue du paysage médiatico-politique du Burkina. Je me réjouis de recevoir également pour vous sur cette émission et pour la première fois Anissé Laurent Quenom, journaliste, enseignant-chercheur en éthique de la communication dans l'espace public à l'Université libre du Burkina. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. C'est le 111e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir, et j'espère qu'il est partagé, de vous présenter aujourd'hui. Le 15 septembre de chaque année est consacré Journée internationale de la démocratie par les Nations Unies et l'instauration de cette journée vise à examiner chaque année l'état de la démocratie dans le monde. Alors, qu'en est-il en Afrique et comment se porte la démocratie au Burkina Faso? Tout d'abord, à l'intention de mes deux invités, en quoi l'instauration d'une telle journée est-elle utile selon vous, Madame Traoré? Bon, je pense que le thème lui-même, il est important, la démocratie, comme vous l'avez dit. Parce que la démocratie, c'est le système justement politique par lequel le peuple lui-même, il exerce le pouvoir par lui-même et pour lui. Et donc, je pense que c'est un intérêt général. Et étant donné que dans nos États, qu'est-ce que nous visons? C'est vraiment l'amélioration des conditions de vie des populations, l'amélioration de la qualité de vie des populations. Et en principe, la démocratie devrait permettre d'atteindre cela. En principe, dit Mme Traoré, alors Anissé que nomme une journée de la démocratie, pourquoi faire? Bien, je ne le pense pas moins. Une journée de la démocratie, c'est pour célébrer un parcours. C'est pour encourager aussi les bonnes initiatives, les bonnes pratiques par rapport à tous ces États, tous ces peuples qui sont en quête de liberté, en quête de respect des droits humains. Et naturellement, c'est pour permettre aussi que le fonctionnement de nos États, de nos républiques, soit configuré sur des normes qui permettent d'évoluer vers le développement. Parce que la démocratie, au-delà de l'idéologie, au-delà du concept, doit être suffisamment connectée aux aspirations de développement. Donc une journée de la démocratie, c'est pour se souvenir, mais c'est pour faire place vraiment à la réflexion et voir peut-être aussi le chemin parcouru, les écueils, les difficultés et aussi les perspectives qui s'offrent aujourd'hui à nos États. C'est un chemin très long, périlleux, c'est un risque. On a beaucoup appris, quelles sont les leçons apprises, quels sont les aménagements et les réaménagements qu'imposent aujourd'hui les résultats obtenus et les bilans effectués. Il y a lieu à travers une journée de regarder un peu dans le rétroviseur et en même temps pour prendre aussi les meilleures options pour l'avenir. Regarder dans le rétroviseur, c'est un peu ce que nous allons faire et également nous projeter. Alors, quelles appréciations globales on peut faire de processus démocratique en cours sur notre continent, Madame Traoré? Ben, on a, en tout cas, le constat est que c'est pratiquement un parcours, c'est des parcours vraiment périlleux.
Parce que, comme vous l'avez dit, la démocratie se trouve dans la rue. C'est ce qui ne devrait pas arriver, étant donné que la démocratie a des principes. La démocratie, le fondement, il y a beaucoup de principes, notamment la liberté des citoyens, le respect de leurs droits, mais le choix libre des dirigeants, la redevabilité, ce qui suppose donc la gestion transparente des affaires publiques. Mais si tout s'y était, est-ce que la démocratie devrait se trouver dans la rue? Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'en principe, la démocratie devrait produire le développement. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Si la démocratie devrait être, comme je vous le dis, le respect, la promotion, la protection des droits des citoyens, et la satisfaction de leurs aspirations, des politiques, la mise en œuvre de politiques pertinentes qui répondent justement aux attentes des populations. Ceci devrait aboutir au développement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais est-ce qu'on y arrive? C'est que vous avez le sentiment, justement, est-ce que vous vivez bon, parlons du Burkina. Est-ce que vous vivez ce processus démocratique comme étant le tremplin vers la réalisation de cette satisfaction? C'est difficile de le dire. Dans quelle situation nous sommes aujourd'hui? C'est une fronde sociale à laquelle nous avons affaire aujourd'hui. Des réclamations par-ci, par-là, salariales, la vie chère. Bon, ce qui veut dire qu'effectivement, on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. La démocratie doit composer avec des mouvements sociaux de plus en plus acerbes. Alors, quelles appréciations, comment on caractérise aujourd'hui ces processus-là, Lycée Quenon? Il faut d'emblée dire que le chemin qui a été fait, fait observer quand même des avancées. Il y a eu des avancées spectaculaires. À partir des années 90, on a beaucoup espéré. Mais ensuite, il y a eu beaucoup de désillusions aussi. Il y a eu même des reculades. Des reculades très, très redoutables, très malheureuses et vraiment qui donnent vraiment à réfléchir sur l'opportunité, sur les repères. Est-ce que nous sommes vraiment dans la bonne trajectoire? Il y a comme depuis quelque temps d'ailleurs une sorte de régression du processus démocratique. Les acquis qui ont été engagés, nous sommes en train de les perdre petit à petit. Beaucoup de choses sont en train d'être défaites et c'est regrettable. Alors, tout dépend aussi des contextes dans lesquels les processus démocratiques ont été enclenchés. Alors, lorsque la démocratie intervient dans un contexte de malaise économique, naturellement, il faut bien comprendre que la démocratie investit aussi des demandes fortes, des attentes fortes en matière d'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre. Et donc le désenchantement est vite au rendez-vous lorsque, très vite, la démocratie ne rime pas avec amélioration des conditions de vie et mieux-être des populations. Et c'est ce que nous observons. C'est vrai aussi que l'appropriation même de la démocratie est encore quelque chose à regarder de très près. Nous avons des populations qui, pour la plupart, n'ont pas suffisamment intégré, sont pas suffisamment imprégnées de la rigueur. Le défi de l'éducation. Oui, oui, essentiellement c'est ça. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus redoutable dans les processus démocratiques dans notre sous-région. Nous avons beaucoup de comportements qui frisent aujourd'hui l'incivisme, qui frisent vraiment la désinvolture et qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que nous sommes un peu dans une sorte de démocratie de façade qui ne s'appuie que sur les slogans, sur l'aspect institutionnel des choses? Ah oui, c'est justement cela le problème. Nous avons réussi, là nous avons du mérite. Si on devrait regarder que les aspects institutionnels, regardez bien l'architecture de nos États. Nous avons des institutions qui sont des institutions, je dirais même parfois, ça frise le prestige. Nous avons, à part l'exécutif, le gouvernement, nous avons l'Assemblée nationale. Nous avons souvent quelque chose qu'on appelle, des instruments qu'on appelle Conseil constitutionnel. On a une Cour suprême. On a par ailleurs
Un conseil économique et social, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le CSC, plusieurs autres institutions. Voilà, on a même des institutions de hautes autorités qui s'occupent de la régulation sociale, de la gestion des conflits, de la réconciliation nationale. Le décor est suffisamment riche. Mais pour autant, nous n'avons pas le sentiment d'avoir fait de grands pas, de grandes enjambées sur le terrain de la démocratie comme moyen, comme instrument pour produire le développement. Alors oui, mais justement, Madame Traoré, comment dans ces conditions on arrive à ancrer la démocratie dans les cœurs et dans les comportements, si vraiment elle n'impacte pas le quotidien de chacun? Justement, la responsabilité à situer. Cela dépend du rôle que chacun des acteurs joue aujourd'hui. La démocratie, ce n'est pas les organes ni les institutions. Les organes sont là, les institutions, elles sont là, mais c'est des hommes qui sont chargés, qui sont chargés d'animer ces organes. Maintenant, comme on l'a dit, gouverner, c'est orienter, c'est guider. Mais ça dépend maintenant de comment est-ce qu'on guide, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on oriente. Donc là est la question. C'est des hommes qui sont chargés d'animer toutes ces institutions. Et vous pensez donc que ces hommes qui sont chargés d'animer ces institutions ne font pas bien le job pour dessiner les politiques qu'il faudrait pour amener les uns et les autres à bénéficier du fruit démocratique? Le constat est là. Aujourd'hui, la démocratie, par exemple, ne se résume pas à l'organisation régulière des élections. On dit que c'est un des principes. Mais ça dépend de comment les élections sont organisées. Mais c'est le clientélisme parfait. Les partis politiques ne s'occupent pas vraiment de l'éducation politique des populations. Or, les partis politiques... Ça, c'est aussi la faute des partis politiques. Les partis politiques devraient jouer ce rôle-là pour l'ancrage justement des comportements démocratiques au niveau des populations. L'État également y a un rôle. La société civile a également un rôle. Tout le monde doit jouer son rôle. Tout le monde doit jouer son rôle. Lycée, quand vous êtes enseignant, est-ce qu'il faudrait donc réenseigner c'est quoi la démocratie, amener les partis politiques à jouer leur rôle, amener la société civile à mieux comprendre un certain nombre de choses. Donc, travailler en réalité à hausser le niveau d'éducation des populations finalement. Absolument. Et il faut le commencer peut-être très tôt. Il faut engager ce service-là assez tôt parce que les plus jeunes sont plus réceptifs. Et donc, il ne faut pas attendre qu'on soit au niveau peut-être universitaire, où les gens ont déjà développé des ankyloses. Il faut intégrer peut-être, et je pense qu'il faut qu'on s'y essaye, dans les programmes d'enseignement scolaire, des modules sur l'éducation civique, sur la citoyenneté responsable, sur la démocratie, parce que bien souvent, la démocratie a été malheureusement assimilée à de l'anarchie, à la liberté, poussée à l'extrême. Vous allez voir aujourd'hui que quelqu'un peut se comporter de façon très maladroite dans la circulation, dans la rue, dans l'espace public. Et lorsqu'on lui fait le reproche, il peut estimer, il peut vous répondre que c'est au nom de la démocratie. Donc, il y a une très mauvaise lecture de la démocratie. Or, ce qui est important pour la démocratie, c'est vrai, on a interpellé les organes de la société civile, le Parlement, le gouvernement. Mais un citoyen qui n'est pas informé, commençons même par l'information. Il faut d'abord être informé. Être informé. Alors, parce qu'on dit généralement, on peut être tenté d'absoudre quelqu'un qui n'est pas informé, qui ne sait pas. Alors, qui ne sait pas ne peut pas. Alors, il faut informer parce qu'il faut que le citoyen soit capable lui-même de définir ce qu'est le bien commun. S'il n'en est pas capable, on ne peut pas tirer. Alors, beaucoup d'auteurs disent qu'on prend un grand risque, emballer tout le monde dans la démocratie, ce qui peut conduire à une sorte de médiocrité collective si on ne fait pas attention pour doter chaque citoyen de ressources, d'informations, de données qui lui permettent d'appréhender ce qu'est la démocratie, ses droits et devoirs, jusqu'où il ne peut pas aller trop loin dans ses revendications, dans l'exercice de ses droits, une limite à ne pas franchir. Les libertés sont fondamentales en démocratie, l'opinion plurielle est fondamentale, mais en même temps, nous savons que l'opinion publique est un couteau à double tranchant. L'opinion est manipulable. Et si on n'est pas bien informé, si on n'est pas pétri d'un certain nombre de connaissances et de valeurs, on ne peut pas résister au clientélisme, par exemple.
On ne peut pas résister à la manipulation. On ne peut pas résister aux marchands d'illusions. Donc, tout est lié. Tout est lié et il faut donc y travailler sérieusement. D'aucuns pensent d'ailleurs que la démocratie, telle qu'on la pratique sur notre continent, nous est venue d'ailleurs et donc la greffe n'a pas toujours bien pris. Dans tous les cas, on reste un peu sur cet aspect institutionnel des choses. Quand on évoque les processus démocratiques en cours sur le continent, on ne peut s'empêcher de noter donc ces coups d'État qui surviennent encore, ces révisions constitutionnelles et donc ces remises en cause de la limitation du nombre des mandats présidentiels. Les cas récents de la Côte d'Ivoire et de la Guinée continuent d'interroger. Alors finalement, Madame Traoré, la démocratie est-elle malade ou alors inadaptée pour l'Afrique? Non seulement elle est malade, et puis elle est inadaptée. Parce que la démocratie suppose qu'il y ait des règles qui sont établies. Les règles du jeu politique sont claires. Elles sont fixées, elles sont définies, et elles sont connues. Mais ce qu'on constate, c'est que ces règles, quand on les change dans le parcours, ça devient tordre le cou, la droiture à la démocratie. Parce que lorsqu'on fixe, la Constitution fixe la limitation du mandat à 2 et qu'un chef d'État, au cours de son 2e mandat, décide de modifier la Constitution pour aller à un 3e mandat, en ce moment, on n'est plus dans la trajectoire de la démocratie. On a changé les règles du jeu. On a changé les règles du jeu pendant le jeu. Ce qui est dommageable. Ce qui est dommageable à la démocratie. Oui, Anissé Kenom, on tord le cou aux règles, carrément, en plein vol. Pour vous aussi, cette démocratie est-elle malade ou alors il faut la réadapter aux réalités de notre continent? Non, c'est évident qu'elle est malade. Il y a beaucoup de situations qui sont déplorables dans le fonctionnement de nos démocraties. On a beau dire qu'elles sont jeunes. On peut leur accorder le bénéfice de la jeunesse, donc des erreurs de jeunesse, mais ce qui est le plus déplorable, c'est le comportement de nos dirigeants. Changer les règles du jeu en plein jeu, vous voyez que ça pose un problème d'ordre éthique. Et voilà pourquoi nous devons retourner à certains fondamentaux qui sont en rapport étroit avec l'éthique, les valeurs surtout. Les valeurs. La bonne gouvernance est une valeur. On ne peut pas faire la démocratie en ignorant la bonne gouvernance. Et en parlant des chefs d'État qui se dédient de cette façon-là, c'est simplement parce que nous avons perdu chemin faisant, en termes de valeurs bien entendu, le respect de la parole donnée, le caractère sacré du serment. Si on retourne dans notre Afrique traditionnelle, dans les royaumes anciens, mais on sait combien ça vaut, combien ça pèse. Quand on donne sa parole. Quand on donne sa parole. Et il y a des rituels, il y a des mécanismes par lesquels on peut vous rattraper pour un serment qui n'a pas été respecté, qui n'a pas été honoré. Aujourd'hui, la modernité aidant, chacun peut frontalement comme ça se dédire, peut revenir sur sa parole, prétester d'intérêts qui lui sont propres pour remettre en cause un serment. Je pense que la démocratie risque de demeurer une expérience très malheureuse, non aboutie, tant que nous avons des chefs d'État, des gouvernants qui ne pensent qu'à leurs intérêts propres. Parce que, attention, la démocratie, quand on regarde tel que les anciens l'ont défini, les anciens chercheurs l'ont défini, c'est un contrat social. Un contrat vaut forcément un accord. Et un accord implique des règles à respecter de part et d'autre, par les différentes parties en jeu qui s'engagent. Et lorsque les règles ne sont pas respectées, ça veut dire qu'on compromet le fonctionnement de ce qu'on a conclu ensemble. Et donc, le peuple délègue une partie de son pouvoir à son souverain, à des représentants. À des représentants. Alors, donc, en lui déléguant ces pouvoirs-là, le principe premier, c'est de dire, je peux te le retirer si tu ne l'honores pas, ce contrat-là. Et c'est voilà pourquoi nous assistons bien souvent à la démocratie dans la rue. Dans la rue. Madame le disait tantôt, la démocratie se retrouve dans la rue parce que les gens n'en pouvant plus, ils trouvent des méthodes, des mécanismes, des modalités par lesquelles ils vont chercher à récupérer un pouvoir qui leur a été volé. Un serment qui n'a pas été
respecter qui a été tronqué. Quand on délègue le pouvoir, c'est une manière de dire, vous le faites pour le bien commun. Exactement. Oui, cette notion est essentielle en démocratie. On agit pour le bien commun. On agit pour améliorer les conditions du plus grand nombre. Et non avoir de la démocratie une notion de la politique business où on y arrive pour assouvir des intérêts propres. Alors, quand on entre en démocratie, mis en politique simplement, avec cet état d'esprit, évidemment, il arrive un moment où on prend goût, puisque le pouvoir enivre, le pouvoir grise. À un moment donné, on ne veut plus s'en défaire. Le pouvoir corrompt également. Et corrompt absolument. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Voilà. Pour rester sur cette question de la limitation des mandats, ce n'est pas faute d'avoir essayé, d'avoir mis en place des mécanismes. On se rappelle encore cette belle initiative de Mo Ibrahim qui a récompensé des chefs d'État qui ont su partir de la bonne manière. Il faut rappeler également que Niamey, la capitale du Niger, a abrité du 2 au 4 octobre 2019, il y a donc bientôt seulement une année, un sommet sur le constitutionnalisme et la limitation des mandats présidentiels en Afrique. Mais apparemment, les résolutions de ce sommet n'ont produit aucun effet, puisque depuis, Alpha Condé a décidé de briguer un troisième mandat en Guinée, tout comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Madame Traoré, la démocratie, pour autant, doit-elle donc se résoudre à l'intangibilité de la limitation des mandats et à la tenue des élections? Non, la démocratie ne peut pas se résumer qu'à ça. L'organisation des élections n'est qu'un pan de la démocratie. Il y a bien d'autres aspects tels que vraiment la bonne gouvernance qu'il faut vraiment promouvoir. Mais sur la question de la limitation des mandats, est-ce qu'on doit faire de cette limitation des mandats un principe sacro-saint? Bon, je me dis, parce que ça fait partie des règles de la démocratie. Ou alors, il n'y aurait pas de raison de mettre en place des constitutions. Parce que la constitution est... Dans les grandes démocraties, on nous rappelle souvent qu'aux États-Unis, nulle part dans la constitution, il est indiqué qu'il faut limiter le mandat du président, du chef de l'exécutif, à 2 périodes de 4 ans. Mais on a constaté que chez eux, justement, c'est beaucoup plus... j'allais dire plus policier, mieux organisé. Tant et si bien qu'au bout de 2 mandats, tu n'as même plus envie d'y aller toi-même. Or, chez nous, je pense qu'il est important quand même, quand des règles sont fixées, c'est la parole donnée, il faut respecter. Et on pense que par l'alternance également, d'autres ont la possibilité aussi de venir avec leurs idées, de faire des propositions novatrices pour faire avancer le pays. Oui, il faut trouver des propositions pour faire avancer. Oui, c'est vrai que... Sans l'alternance, on ne peut pas. Il faut de l'alternance, il faut retravailler sur l'exigence du respect des textes. Juste avant de vous donner la parole, Anissé Kenom, il faut souligner là aussi que c'est le National Democratic Institute et ses partenaires, notamment la Fondation Kofi Annan, Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, ainsi que Africa Forum qui ont organisé ce sommet à Niamey. Un sommet qui a relevé que l'on assiste effectivement, vous l'avez souligné, à un recul démocratique suite à des modifications constitutionnelles intempestives qui ont supprimé le verrou de la limitation des mandats adoptés lors du renouveau démocratique des années 1990. Alors, Anissé Kenom, que faire? Bon, la question est essentielle. Actuellement, c'est une préoccupation majeure qui interpelle tous les démocrates. Mais c'est vrai que si on veut faire la démocratie, il est difficile de sauter le verrou de l'alternance. Parce que l'alternance a quand même ses vertus. Ça permet à un chef d'État de savoir qu'il doit rendre compte, qu'il a un horizon. Et qu'il doit se mouvoir, il doit manager à l'intérieur d'un délai de 5 ans et de 10 ans après. S'il s'éternise au pouvoir, nous savons tous que la longévité au pouvoir vous fait développer aussi beaucoup de vices, fait développer aussi beaucoup de comportements antidémocratiques. Donc je pense que l'alternance, mais c'est vrai que c'est le peuple qui décide. Si on avait confiance en nos hommes, parce que vous avez pris l'exemple des États-Unis, mais c'est une affaire de contexte et de milieu, il faut connaître les hommes. Oui. Il faut connaître culturellement. Et il ne faut pas oublier non plus comment on en est arrivé à cette limitation. Puisqu'il y a eu toute une période de parti unique et où le pouvoir était géré à vie. Justement. Voilà. Donc, je pense que
une limitation, quand même, c'est bien pour faire comprendre aux dirigeants qui ne peuvent pas régner à vitam aeternam, que d'autres sont justement là pour faire peut-être... Il y a un principe très simple dans notre culture qui dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tresse la nouvelle. Voilà, donc il faut donner aussi la chance à d'autres personnes de venir s'essayer. On ne peut pas s'autoproclamer président à vie parce qu'on concentre à soi tout seul toutes les qualités du monde, qu'on est le meilleur dirigeant. Non, je pense que l'alternance vaut quand même son pesant d'or dans un système démocratique parce que, vous savez, c'est une question aussi de mentalité. Mais il peut y avoir un changement d'homme à la tête de l'État sans que ce soit forcément une alternance. Oui, mais si c'est le peuple qui le décide, si ce n'est pas un forcing. Parce que généralement, ce à quoi nous assistons maintenant, c'est parce que c'est fait par la force des choses. C'est du forcing. Mais le vrai problème, là où je voudrais en arriver, c'est que culturellement, je constate que les Africains transposent au pouvoir un certain nombre de comportements qui ne sont pas du tout productifs. Alors je trouve que nos dirigeants sont très possessifs. Possessifs. Oui, quand je dis possessifs, c'est en lien avec le nombrilisme. C'est-à-dire tout doit se ramener à eux. Et j'observe que chez certains chefs d'État, pour s'être entendu dire plusieurs fois, pour avoir entendu autour d'eux dire qu'ils ont bien fait, qu'ils ont bien dirigé, qu'ils ont engrangé des succès, qu'ils ont battu des records de construction d'infrastructures, qu'ils ont été des champions en matière de réforme, tout semble se passer comme si ils ne voudraient pas que quelqu'un d'autre vienne hériter de ce qu'ils ont laissé. C'est une sorte d'égoïsme, pour moi, qui n'est pas de nature à construire un pays. Et l'autre malaise, l'autre vice, je disais qu'ils sont possessifs, ils sont aussi trop jouissifs. Jouissifs, hein? Oui, jouissifs pour dire qu'au cœur du pouvoir, il y a une forte sensation, un goût immodéré pour l'intérêt, pour les avantages pécuniaires. Et il faut donc dépouiller le pouvoir de tous ces oripeaux, de tout ce paravent qui a un caractère d'opulence. On vient au pouvoir, on vient à la tête de l'État. Il faut venir au pouvoir pour servir. Pour servir, voilà, j'en devrais y arriver. C'est la notion de service qui doit prévaloir. Et si on va plus loin dans la notion de service, c'est de traiter désormais les chefs d'État comme des simples managers, qu'ils viennent pour se comporter comme des planificateurs. Ah oui, j'irais jusqu'à dire que désormais, il faut essayer d'édulcorer, d'atténuer un peu la dose d'idéologie qu'il y a dans l'exercice du pouvoir et le jeu de la politique. Il y a trop d'idéologie. Il faut se départir. On est de la social-démocratie, on est libéral. Le plus important, c'est le développement. C'est le développement. Il faut davantage aller vers le slogan « démocratie pour le développement ». Démocratie pour le développement, et l'Afrique s'en portera peut-être mieux, mais de toutes les façons, vous l'avez souligné tout à l'heure, Anissé Kounom, tout n'est pas sombre sur le tableau, il faut le noter. En effet, entre 1990 et février 2018, 21 chefs d'État africains ont quitté le pouvoir après avoir épuisé leur mandat constitutionnel. C'est ce qu'on apprend dans l'ouvrage du fonctionnaire international Issaka Souaré, intitulé « Les partis politiques de l'opposition en Afrique, la quête du pouvoir ». Madame Traoré, c'est quand même appréciable. Il y en a qui sont partis dès après la fin de leur mandat. Oui, ils sont à féliciter. Mais je peux dire que c'est assez minime par rapport à ce qu'on attend. On voudrait que ce soit vraiment général, que ce soit vraiment le maître mot. Mais ce n'est pas le cas. Parce que, il faut le dire, combien de partis, nous prenons le cas du Burkina aujourd'hui, nous avons combien de partis aujourd'hui? Au dernier décompte, je crois qu'on était à plus de 150. Mais est-ce que nous avons besoin de 150 programmes de développement au Burkina? Ça, c'est une question à poser à toute la classe politique. C'est là. Et une question à laquelle les partis politiques eux-mêmes doivent pouvoir répondre. Voilà. Est-ce que on cherche le pouvoir pour développer son pays, pour servir sa population, ou bien c'est pour soi-même? Parce qu'on se rend compte que chaque fois, c'est à la veille des élections que les partis poussent de partout. Et on parle de partis politiques, on parle d'animation politique.
immédiatement après les élections, on n'entend plus parler du parti, on ne voit plus la vie du parti. Et en ce moment, on voit quoi? Puisque l'État subventionne quand même les partis Ben politiques justement, pour animer la vie ça nationale. veut dire qu'il y a ce qui est attirant dans la politique, c'est beaucoup plus de la cagnotte, c'est Alors, l'argent, c'est la cupidité. Vous avez milité dans des partis politiques, vous avez même été responsable. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de cette béninoise Marie-Élise Bédot, qui il y a des années déjà a déclaré que les partis politiques ne sont rien d'autre que des regroupements alimentaires? En tout cas pour la grande majorité. La grande majorité, 4-5 amis se retrouvent et c'est un parti politique. 4, Pas de programme. Amis, c'est un parti politique. En tout état de cause, hein, on refait, on reparle, on peint le décor et le tableau. 35 pays africains, hein, en 2017, selon l'état des lieux qui a été fait, 35 pays limitent le nombre de mandats de leur président. Il y en a 12 qui n'ont aucune clause de limitation de mandat dans leur constitution. 6 pays ont aboli la limitation du mandat de leur constitution. Il y a 2 pays, c'est le Rwanda et le Congo, qui ont modifié leur constitution et la disposition sur la limitation du mandat. 4 pays ont aboli la clause limitative avant de la rétablir. On parlait de recul tout à l'heure. Il faut savoir que l'économiste Intelligence Unite note, elle aussi, dans son rapport 2019, que la démocratie a globalement reculé dans le monde, c'est pas seulement en Afrique, hein, dans le monde, mais également sur le continent africain, bien entendu, et plus particulièrement en Afrique subsaharienne. L'indice de la démocratie, publié chaque année par cette entreprise britannique appartenant à The Economist Group, donne en effet, depuis 2006, un aperçu de l'état de la démocratie dans le monde entier pour 165 États indépendants et 2 territoires. Il y a jusqu'à 5 familles de critères qui sont considérés dans cette étude, notamment le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique. Et sur la base de ces critères, eh bien, les pays sont classés en pleine démocratie, démocratie imparfaite, régime hybride et régime autoritaire. Pour 2019, 50 pays d'Afrique, sauf donc les Seychelles, le Soudan du Sud, la Somalie et Sao Tomé et Principe, donc 50 pays ont été classés. Le Burkina Faso arrive 24e au plan africain avec une note de 4,04 et occupe le 112e rang mondial. Le Burkina se retrouve dans la catégorie des régimes hybrides. Régime hybride, 24e sur 50 pays classés. C'est appréciable, Madame Traoré? Et je pense qu'on ne peut pas dire que c'est appréciable. On aurait voulu un meilleur rang. Oui, être dans le top 3 par exemple. Malheureusement, c'est le résultat et le constat qui fait le classement. Et comme tous les pays africains, je crois que nous avons la non-gouvernance qui prime aujourd'hui et qui fait que vraiment la démocratie elle est vraiment malade. Aujourd'hui, la question de redevabilité, c'est une question aujourd'hui que tout le monde pointe du doigt. La question de la corruption, le népotisme. Oui. Et donc, avec tous ces goulots d'étranglement de la démocratie, il va sans dire qu'on ne peut que se retrouver au rang des pays hybrides. Des pays hybrides, alors, oui. Anissé que non, la population elle-même, aujourd'hui, la population, on en est arrivé à tel point que la population pense que l'acte de vote même n'a pas de sens. On l'entend souvent. Qu'est-ce que mon vote va changer? À quoi servira mon vote? Ça veut dire que le citoyen même ne connaît pas la valeur de son vote. Et à telle enseigne même qu'on peut lui acheter sa voix. On peut acheter sa voix, il faut donc réarmer les mentalités, réarmer l'éducation civique pour des citoyens mieux éduqués, mieux informés aussi, et plus à même de jouer leur partition dans le développement national, Alice Kenon. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il faut saluer les efforts de ces pays-là qui ont quand même essayé de faire triompher les idéaux démocratiques sur le continent. Bon, les rangs occupés, on dira que c'est de la transition, on est dans des schémas transitionnels,
et qu'il faut espérer que les choses vont... Parce que même les pays qui sont cités en exemple ont mis plus de temps que nous. Le processus est long. La démocratie, c'est une quête inachevée. Ce n'est qu'un horizon. Il faut qu'on travaille ardemment. Parmi les critères qui ont été cités pour classer les pays, en dernier ressort, on a évoqué la culture démocratique. Tout à fait. Alors ça, c'est important, parce que si on prend simplement la notion de culture, on l'a dit et redit, c'est ce qu'on a pu conserver quand on a tout oublié. Alors donc, pour que la culture démocratique s'enracine, ce n'est plus simplement que tous les jours, on doit nous rappeler quelques concepts, c'est que ça doit faire corps avec chacun de nous. Ça doit devenir un réflexe. C'est-à-dire que chaque citoyen doit suffisamment intégrer les principes, les comportements du bon démocrate. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux incarner la démocratie? Alors, ça nous renvoie à quelque chose d'essentiel qui est peut-être, vous avez parlé d'une greffe qui n'a pas pris. Dans notre culture, dans nos traditions, si l'alternance est en souffrance, c'est parce que beaucoup de gens estiment, en regardant un peu en arrière, que nous avons un héritage qui n'est pas très glorieux en matière de culture du chef. Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Est-ce que ça ne nous poursuit pas jusqu'à maintenant? La culture du chef qui semble être jusqu'à maintenant une sorte d'obstacle, une sorte de barrière, parce que le déterminisme culturel semble beaucoup peser dans la démocratie. Notre culture semble nous contrarier sur la question de l'alternance, la culture du chef. Dans un royaume, personne n'est préoccupé par l'alternance. Mais voilà, nous avons été au contact d'une autre manière de faire, la démocratie à l'occidentale. Si nous voulons la faire, nous devons respecter les règles. Ah oui, parce que c'est un concept universel. C'est un processus. La démocratie a des principes universels. Vouloir ramener la démocratie aux dimensions de l'Afrique, nous risquons d'avoir quelque chose qui peut paraître un peu ridicule, parce qu'on finira par dire c'est une démocratie sur mesure. Et j'ai peur qu'en voulant faire, vaille que vaille, une démocratie qui ressemble strictement à nos valeurs, nous ayons à avoir une démocratie qui ne ressemble pas à la démocratie à l'échelle universelle, et on finira par dire, est-ce que ce n'est pas une démocratie de seconde zone? Est-ce que ce n'est pas une démocratie pour les tocards, entre guillemets? On ne devrait pas parler de démocratie africaine ou de démocratie à l'africaine, mais plutôt de démocratie tout court. On pourrait l'adapter. On pourrait l'adapter. Mais attention aux fondamentaux, parce qu'en voulant dire que la démocratie importée n'a pas pris, la démocratie importée ne s'adapte pas, ne s'enracine pas, on pourrait facilement donner raison à ceux qui ont beaucoup d'intérêt à ce que la démocratie ne prospère pas en Afrique. Toutes ces personnes les indécrottables par exemple de la malgouvernance, ceux qui ont une bonne raison de voir la dictature perdurer, ceux qui veulent toujours ramener à compte courant de cette dynamique sociale, politique et historique qu'est la démocratie, on pourrait leur donner raison. Oui, c'est ça. Alors justement, j'espère qu'on aura un peu de temps pour parler un peu de est-ce qu'il faudra tropicaliser ou en tout cas adapter et comment le faire. Mais pour poursuivre cette note d'éclairage sur ces notes de cet institut, il faudra savoir que le top 3 du classement est constitué bien de l'île Maurice, jugée pleine démocratie, puis du Botswana et du Cap-Vert catégorisé démocratie imparfaite. Et puis c'est la République démocratique du Congo qui ferme le banc à la 50e place avec l'attribut de régime autoritaire. Je rappelle que ce sont les chiffres de 2019. Sans doute que ça a pris en compte un certain nombre de paramètres antérieurs à 2019. Ensuite, pour ce qui est de notre région, eh bien, il faut noter qu'en dehors du Togo, qui est donc à la 31e place, et de la Guinée, 36e place, la plupart des pays dans la catégorie régime hybride, tous les pays qui sont donc à partir au deuxième rang du tableau, deuxième partie du tableau, 26e place, sont pratiquement donc dans la catégorie régime hybride. C'est le cas du Sénégal, qui se trouve à la 9e position, du Bénin, 16e position, du Mali, 19e position, tenez-vous donc, de la Côte d'Ivoire, 23e, juste avant le Burkina. La mention spéciale est décernée au Ghana, qui se hisse à la 6e place de ce palmarès sur les 50 pays africains classés et qui truste le 55e rang mondial. Alors, juste un mot sur ce Ghana. Doit-il servir d'exemple ou de modèle démocratique pour les autres pays de la sous-région en Afrique de l'Ouest, par exemple, Madame Traoré?
Bon, moi, j'estime que un pays ne peut pas donner de modèle démocratique. Comme on le dit, la démocratie a ses règles, c'est vraiment des principes universels. Il faut s'y adapter, mais bien sûr en tenant compte de chaque contexte. Parce que si nous disons que la démocratie en principe devrait amener au développement, et le développement, on considère que c'est l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont recherchées, l'amélioration de la qualité de vie justement qui renvoie à un cadre de production. Et le cadre de production, ce n'est autre chose que l'organisation sociale. Donc, il faut tenir compte de chaque contexte. Chaque pays doit tenir compte de ses réalités, de sociologiques propres pour développer son schéma et y de arriver. démocratie. Mais tout de même, on parle du Ghana, on regarde ce qui se passe là-bas. Depuis l'avènement de la 4e République, c'était en 1992, pas moins de 5 présidents se sont déjà succédés à la tête du pays. Pareil au Bénin, où l'on compte également 4 chefs d'État depuis 1991. On l'a souligné tout à l'heure. L'alternance était donc aussi l'une des clés de la réussite démocratique. Pacifique. L'alternance pacifique, Oui, tout à fait. C'est ça. L'alternance pacifique contribue justement à affecter ces points positifs-là aux États qui ont réussi cette prouesse-là. Et le Ghana aussi, peut-être il faut mettre dans la balance cette tendance un peu à la discipline. À la discipline, et oui. le Ghana qui a également un bon taux d'alphabétisation, et donc qui induit une éducation peut-être... Voilà, donc il y a un terrain qui est favorable, qui est vraiment propice à l'incrustation des valeurs démocratiques, parce que les gens sont éveillés, les gens ont la conscience, parce que le citoyen doit être conscient. Alors donc le Ghana, oui, je pense qu'on n'a pas à copier de façon intégrale, de façon servile, ce qui se fait ailleurs. Comme Jamal le dit, il ne faut pas faire du copier-coller. Du copier-coller. Mais il faut quand même s'inspirer des modèles qui marchent. Je pense que pour le cas du Ghana, il y a quand même ce facteur discipline. Et remarquez bien que c'est un peu dur à le dire, à le concevoir. La démocratie offre la liberté, offre l'initiative privée. Comme on dit, oui, c'est un facteur de développement. On dit les oiseaux ne chantent bien qu'en liberté. Là où il y a la démocratie, fleurissent mieux les initiatives, l'expression plurielle, le génie créateur, tout ça. Mais si vous remarquez bien, certains pays, sans être des modèles démocratiques, sans être même des modèles en matière de droits humains, ont quand même des performances économiques respectables. Et du coup, les citoyens, à un moment donné, se prévalent de ça et se contentent de ça pour dire ça va. Ça va. On veut encore de ce chef d'État-là. Donc ça veut dire que la démocratie, si elle ne génère pas l'assurance, la quiétude du lendemain, si elle n'offre pas, ne garantit pas le pain, c'est une démocratie éclopée qui ne va pas durer dans le temps. Parce que la survie, la pérennité du système dépend de sa capacité à offrir le bien-être aux citoyens. Et donc, fondamentalement, vous voyez, même les pays, les dragons d'Asie. Il y a des pays qui sont sous coupe réglée politiquement. Et on peut vous expliquer ça. On peut vous l'expliquer par le fait que la discipline, le fait de tenir les gens en coupe réglée, leur permet d'être plus assidus, plus productifs. Alors, mais si tel est le cas, Madame Traoré, pourquoi est-ce qu'on se dérangerait pour appliquer les principes de la démocratie plutôt que d'accepter voilà, une bonne période révolutionnaire, on met tout le monde en coupe réglée et on avance sur les chantiers de développement. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire sur une certaine durée pour les pays africains pour pouvoir sortir de ces piétinements. Nous avons eu aussi notre période révolutionnaire. Ça a apporté ce que ça a apporté, l'éveil, la conscience, bien sûr c'est vrai. Mais le système démocratique, le système politique démocratique quand même reste vraiment le meilleur qui offre franchement toutes les opportunités de participation de toute la population sans contrainte, sans vraiment des contraintes du forcing. Du forcing, oui. Voilà. En respectant les droits humains. Voilà. Et c'est le cadre vraiment idéal. C'est le cadre idéal pour que, effectivement, la population sente qu'elle exerce le pouvoir
et pour elle-même et par elle-même. Oui, c'est ça. Alors, Voilà. Et ce pouvoir se fonde sur une participation effective, libre et consciente. Voilà. Oui, Anissé Guénom. En disant tout à l'heure un mot sur les vertus, les retombées positives de la discipline, ce n'est pas pour cautionner ces régimes dictatoriaux. Oui, bien sûr. Non, ce n'est pas pour cautionner. C'est pas pour cautionner, oui, Parce que bien sûr. dans tous les cas, la démocratie, c'est le meilleur de tous. De tous les systèmes, c'est le meilleur. Parce que regardez bien, c'est le seul qui vous rend le plus responsable. Ouais. Et c'est le Mais seul... faudrait réussir un certain équilibre, mettre la main de fer dans un gant de velours? Oui, tout à fait. Il faut être vigilant, il faut connaître son pays, il faut connaître le contexte, il faut connaître les hommes qu'on dirige, il faut être à l'écoute, il faut connaître les attentes de son pays, il faut connaître aussi vraiment ce qui fâche dans son pays, les attentes. Et oui, il faut quand même mettre le bâton et la carotte, absolument. Parce qu'un régime aussi qui est trop doux, qui est nonchalant, qui ne sait pas utiliser à un moment donné le bâton, ben ça ira dans tous les sens. Et ça n'est plus de la démocratie, parce que la démocratie aussi peut connaître des dérives graves, aller jusqu'à l'anarchie. Alors, donc, la démocratie, quand même, dans tous les cas, c'est le régime qui... Alors, dans un régime démocratique, il y a quelque chose qui a moins de chances de nous arriver, c'est d'avoir à foncer droit dans le mur sans que personne ne tente de vous racheter. Il y a tellement de voix discordantes, mais qui font du bien. Des voix plurielles, des expressions plurielles dans le débat, qui font que si vous n'êtes pas autiste en tant que gouvernant, vous avez toutes les chances de rattraper quand même quelque chose. Parce que vous allez avoir toujours des syndicats, vous allez avoir la société civile, vous allez avoir des courants idéologiques, des courants politiques. La presse, les médias qui vont quand même mettre en évidence les erreurs et les risques de l'option que vous avez choisie, que vous avez empruntée. Alors, donc, maintenant, le revers, c'est quoi? La démocratie aussi. Ah, c'est revers aussi, naturellement. On pense que la démocratie aussi, ça demande trop de temps. Ça vous bouffe du temps. Parce que, regardez, un régime démocratique, parfois, quand il faut initier une réforme, il faut consulter. Il faut d'abord informer largement. Il faut sensibiliser. Madame a dit, la participation est un principe majeur dans la démocratie. Pour que tout le monde participe, il faut informer, il faut faire participer tout le monde. Et en le faisant, il y aura des courants et des vents contraires. Si jamais vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée, vous allez devoir négocier. Et si vous avez la majorité, vous devez également tenir compte de la minorité, ce qui ne se fait pas souvent, aussi, malheureusement. Voilà. Et vous avez des pétitions, vous avez la rue qui gronde. Vous pouvez faire tout ça. Et après, la réforme peut être bloquée aussi à l'Assemblée nationale ou bien au Conseil constitutionnel. Et vous allez avoir quelque chose qui est finalement très éloigné de ce que vous vouliez à l'origine. Donc, la démocratie a ce péché originel d'être chronophage. Et peut donner une impression d'enlisement. Tellement on voudrait pousser loin la participation, parce que même l'individu, le citoyen le plus inepte, qui est dans les inepties, qui est vraiment au bas de l'échelle, il faut le consulter. Ça prend du temps. Même s'il ne doit dire que des inepties, il faut quand même l'écouter. Ça prend du temps. Il faut l'écouter. Alors, on n'a plus beaucoup de temps et j'aimerais tout de même vous entendre sur deux petites choses. D'abord, madame, ça signifie quoi la démocratie pour la femme qui est au fin fond là-bas, quelque part dans son village, qui cultive tranquillement son champ et qui est à 1000 lieues de savoir ce qui se passe dans les hautes sphères avec toutes ces institutions? La démocratie pour la femme rurale et qui cultive son champ, c'est le fruit de la démocratie qui, elle, l'intéresse. C'est le développement. C'est l'amélioration, elle, de ses conditions de vie. C'est ce qui l'intéresse. Comment on fait pour que cette réalité démocratique-là la touche? C'est d'abord effectivement l'information. Il faut qu'elle soit informée effectivement du processus. Par exemple, au niveau des élections, il est important par exemple que quand même elle sache que, parce que même dans les villages les plus reculés, il y a des élections, il y a des gens qui représentent le village et qui décident, qui prennent des décisions qui impactent quand même la vie
des populations rurales. Donc aujourd'hui, l'heure est à la sensibilisation, à l'information, pour que même la femme qui est dans son village, qui cultive, qui fait la production agricole, qu'elle sache qu'il est important qu'elle puisse elle-même participer aux instances de décision. Et je crois que c'est ce travail de sensibilisation que nous faisons. C'est ce travail que nous faisons. Alors, très rapidement, on l'a dit suffisamment, il faut de l'intégrité, il faut de la bonne gouvernance. C'est sans doute les vrais piliers de l'exercice démocratique. Il faut de la culture, il faut de l'éducation, il faut de la patience aussi. Mais les peuples ne sont pas patients. Ils veulent aller très vite. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, 30 années après les conférences nationales, est-ce qu'il faudrait convoquer une sorte d'états généraux d'Afrique pour réfléchir à un nouveau modèle de fonctionnement institutionnel? Si on doit réaménager ou en tout cas redessiner les cartes de notre vivre ensemble démocratique, sur quoi devrait finalement reposer, sur quelles valeurs, sur quels critères devrait reposer donc la démocratie sur notre continent? Commençons par les valeurs. On les connaît. Il faut les puiser dans notre vécu culturel, dans notre histoire, dans nos représentations. Nous savons que l'Afrique, c'est la solidarité. Et quand j'évoque la solidarité, ça c'est une valeur qui est vraiment transversale à toute l'Afrique. Et ça a un lien avec le partage des ressources. Oui, ça a un lien avec l'équité aussi. Il faut de la justice sociale, il faut de l'équité. Il faut ramener un peu à ce que les anciens avaient appelé le socialisme africain, qui est quand même très enraciné chez nous. Je pense que ça, c'est important comme valeur. Mais la valeur essentielle, nous avons dit, c'est le respect de la parole donnée. La sacralité du serment. Et après ça, l'autre valeur, il faut ajouter quand même l'intégrité, la bonne foi. Oui, parce que quand on fait le tripatouillage des tests, quand on remet en cause la Constitution, c'est une question de bonne foi aussi. C'est vrai que la bonne foi est difficile à mesurer, mais ça fait partie des valeurs. Après, il faut la culture démocratique dont on a parlé. Ouais, ça, il faut la construire. Il faut la construire lentement, mais assidûment. Mais les générations actuelles sont un peu sacrifiées, alors, oui, parce qu'il faut réinjecter ça dans les... On a déjà dit un peu, réinjecter ça dans les programmes d'enseignement, dans la famille aussi. Ce n'est pas d'un point de vue forcément académique, mais il y a des gestes de tous les jours qui sont propices au vivre ensemble, qu'on doit enseigner à l'enfant, dans le cadre familial. Il faut encourager une socialisation qui tient compte de nos valeurs. Bon. Ensuite, il y a, pour l'avenir de la démocratie, forcément, il faut qu'il y ait un ancrage socio-économique. Sinon, c'est perdu. Il faut absolument que notre démocratie donne à manger, rassure les gens, qu'il y ait de la quiétude, qu'il y ait des lendemains meilleurs. Il y a de la perspective. Il y a des perspectives. Alors, Madame Traoré, rapidement, est-ce qu'il faudrait... On a parlé à une certaine époque de l'évolution de nos pays, de développement auto-centré et auto-entretenu. Est-ce qu'il nous faudrait imaginer finalement une démocratie auto-centrée et auto-entretenue? Bon, ça va être difficile. Moi, je dis qu'il faut toujours tenir compte du fait que la démocratie a des valeurs universelles. Il faut partir de l'universel. Et maintenant, ce qui est vraiment de certaines valeurs, comme il vient de le dire, qu'il faut chercher à valoriser, à adapter également aux différents fondements donc, de la démocratie. L'intégrité, la parole donnée, l'honnêteté, pour honorer le nom de notre pays, Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Aujourd'hui. Ouais, mais là, vous parlez du cas spécifique du Burkina. Dans les autres pays, c'est un exemple. Dans les autres pays aussi, il faut de l'intégrité. Il faut de l'intégrité. Mais nous avons préféré même le dire. Le traduire dans le nom du pays. Dans le nom du pays. C'est ça, pour dire que c'est important. Et en Afrique, vraiment, ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Alors, comme vous avez la parole, et pour terminer rapidement, quelle pourrait être la partition des femmes là-dedans? Elles représentent quasiment 52% de la population dans presque tous nos pays, mais pourtant, on voit que la femme, elle est souvent un peu marginalisée dans la marche exécutive des systèmes politiques en place. Tout à fait. Parmi les critères qu'on avait évoqués là pour classer les pays, vous avez vu qu'on a parlé de la participation. Tout à fait. Alors, ça a retenu mon attention quand j'ai pensé justement à la frange féminine
qui généralement a une importance numérique, souvent plus supérieure dans nos États. Ouais. Prenez le cas du Burkina, c'est 52%. Mais quelle démocratie voulons-nous construire en ne prenant pas en compte la voix de cette frange-là? Quelle est la voix des femmes, justement? Quelle est la voix des femmes dans cette démocratie-là? Mhm. Mais quand on le regarde, le constat est là. La représentation même des femmes au niveau des instances de décision, c'est-à-dire là où les décisions se prennent, qui influencent la vie des populations, elle est très peu représentée. Donc, elle participe très peu. Alors, qu'est-ce qu'elle peut influencer alors comme décision qui impacte sa vie? Là est la question. Là est la question. Et il se trouve que au niveau des États, des engagements sont pris pour justement, au besoin, prendre des mesures spécifiques pour corriger justement cette inégalité-là. Comme les quotas. Et c'est le cas du quota au Burkina Faso, qui est une mesure qui a été prise, qu'on peut louer. Mais aujourd'hui, on se demande vraiment si c'est une mesure spécifique qui permet que la femme puisse vraiment mieux participer. Étant donné qu'aujourd'hui, la loi qui est là, elle n'a vraiment pas de force. Elle Il n'y a n'a pas de aucune force. contrainte. La loi n'a pas de force, malheureusement. Elle n'a On pas ne de pourra force. pas développer cet aspect. On aura d'autres occasions pour revenir sur ces questions qui sont véritablement très, très importantes. On va donc nous arrêter là, Anissé Konom. Le temps qui nous a été imparti pour cette émission est arrivé à son terme. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope, numéro 111. Qui recevait pour vous Mpere Adel Traoré, consultante sociologue, experte genre et développement. Anissé Laurent Kenom, journaliste, enseignant-chercheur et en éthique de la communication dans l'espace public à l'Université libre du Burkina. Merci d'avoir accepté notre invitation, Anissé Kenom. Une première participation qui, je l'espère, en entraînera d'autres. La réalisation de ce numéro de Périscope porte la griffe de Aminata Clarisse Sawadougou Benao, que je remercie, ainsi que toute la joviale équipe du jour. Ismaël Amadou sur les caméras, Aminata Peggy Sanogo sur la console sonore, Aimé René Bassenga était sur les synthés et au prompteur, Jonas Yamiogo a assuré la diffusion de cette émission. Mes invités et moi avons été maquillés par Christiane Traoré. Merci à Jean Fofana, chef du service technique, Valérie Zongo, chef du service de production, Théophane Ouedraogo, responsable des programmes, et Didas Diallo au montage, pour leur contribution à la bonne tenue de cette émission. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à Périscope, ainsi que pour vos encouragements tellement réconfortants. Merci et prenons toujours soin les uns des autres. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.